Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'After F1. Aujourd'hui, on revient sur le deuxième Grand Prix de cette édition 2025 avec le Grand Prix de Chine. On s'était retrouvé la semaine dernière pour débuter cette nouvelle émission sur le groupe sport. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Grand Prix de la saison qui s'est donc déroulé une semaine après le premier. Petite pause à venir avant de renchaîner sur un triple header puisqu'on aura trois Grands Prix à suivre. Deux nouveaux consultants pour nous accompagner aujourd'hui, deux nouveaux du groupe sport avec à la gauche Artus. Bonjour Artus. Bonjour Milan, comment ça va? Ah bah écoute, moi ça va très très bien et toi? Super, 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 Alors, merci. explique-nous un petit peu d'où viens-tu et rapidement quel sport tu aimes. Alors, écoute, moi je suis en études de sport business management. Mon rêve est de devenir commentateur sportif. Pour l'instant, je vais traiter essentiellement F1, football et NBA et peut-être à venir le rugby, étant donné que j'y ai joué pendant 15 ans. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles je suis ici. Ok, donc un rugbyman parmi nous. Exactement. Et à notre droite, Julie. Salut Julie, comment vas-tu? Salut Dylan, ça va très bien. Super, alors d'où viens-tu? Qu'aimes-tu dans la vie et le sport? Moi, je viens du Mans et j'ai fait donc des études de journalisme sportif, mais dans le sud de la France. Et voilà, je suis là pour parler Formule 1 et puis possiblement du coup accompagnée d'Artus de rugby. D'accord, Le Mans, très belle ville, notamment connue pour ses 24 heures du Mans. Le Exact. programme de cette émission, vous commencez à en avoir l'habitude, on va débriefer ce, ce week-end de course en Chine avec un week-end sprint qui a notamment vu un certain Lewis Hamilton, je crois, remporter sa première course avec Ferrari. On passera aux notes, on notera 5 acteurs plus la course, le débat de cette émission avec une question qu'on posera à nos chroniqueurs. On se penchera sur le prochain GP, le Grand Prix du Japon dans 2 semaines et on regardera quelques actus diverses avec de la F1 Academy et de la WRC au programme et on finira par le petit jeu comme d'habitude. Je vous propose qu'on commence cette émission en parlant tout de suite, rentrant dans le vif du sujet. Grand Prix de Chine, deuxième édition, un Grand Prix où les McLaren semblait être favorite. Un Grand Prix où on annonçait être dans la continuité de ce qu'on a vu en Australie. Euh, et finalement, bah, ça n'a pas forcément été le cas. Déjà, avec des essais libres sur un circuit de Shanghai qui a été récemment resurfacé, offrant donc une meilleure adhérence pour les voitures. Pas de pluie ce week-end comparé à l'Australie, donc on a été sur le sec pendant toute la partie du week-end. Et moi, j'aimerais déjà vous poser cette question. Est-ce que le format du week-end vous plaît? Quand on est sur un format sprint, on n'a qu'une seule des séances d'essais libres. On est tout de suite dans le vif du sujet le vendredi avec des qualifications. Le samedi, c'est une course le matin et des qualifs l'après-midi. Est-ce que ça vous plaît, vous, ce genre de week-end? Et on commence avec Julie, tiens. Moi, ça me déplaît pas comme ça me plaît pas spécialement parce que bah, on l'a vu, une seule séance, c'est très très peu. Mais après, voilà, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a vu Lewis Hamilton autant performer puisque, alors oui, Ferrari a changé ses réglages après le sprint, mais ça favorise aussi beaucoup de pilotes qui ont déjà vu ce circuit, qui connaissent bien ce circuit même avant le resurfaçage. Voilà, ça, en général, ces week-ends de Grand Prix sprint, ça favorise les pilotes expérimentés et défavorise les plus jeunes et les rookies. Et toi, Arsus? Bah, C'est ce même avis? en termes de divertissement, évidemment que c'est plus intéressant. On voit plus de courses, on voit plus de qualifications, c'est évident. Ça plaît à plus de monde, sûrement, en tout cas au moins à ceux qui suivent le moins. En revanche, c'est sûr que, comme l'a dit Julie, bah, pour tout ce qui va être réglage de la voiture, essai de tous les pneus, de tous les types de pneus, savoir quelle stratégie on va pouvoir adopter, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué pour les équipes. Et donc, comme elle l'a dit, effectivement, ça favorise donc les pilotes et les écuries qui ont beaucoup couru déjà sur ces Grands Prix. Une seule séance de salib. Donc pour tous les pilotes ce week-end, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on a une histoire de parc fermé. Le parc fermé, c'est une règle dans la Formule 1 qui s'applique à la fin des séances d'essais libres pour bloquer, empêcher les écuries de toucher au réglage de la voiture, sauf sur les réglages aérodynamiques des ailerons avant. Ce parc fermé lors d'un week-end sprint débute à la fin de la première séance d'essai libre. C'est-à-dire que lors de la qualification sprint du vendredi après-midi
et de la course du samedi, les écuries n'ont pas le droit de toucher au réglage de la voiture. Le parc fermé se déverrouille quelques heures après la course sprint jusqu'aux qualifications pour la course du dimanche, donc quelques heures sur le samedi, et on retourne sur un parc fermé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'essai libre entre les deux et que les voitures ne peuvent pas adapter leur réglage. Donc c'est assez compliqué quand même, il faut se baser sur les données récoltées le vendredi matin. J'espère avoir été clair. Et on passe tout de suite au résultat des qualifications sprint avec la pole position de Monsieur Lewis Hamilton. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis. On va vite faire regarder le classement de ces qualifications sprint. Une première pole donc de Lewis Hamilton qui n'est bien sûr pas comptabilisée en tant que pole position puisque nous sommes sur une qualif sprint et une première ligne qui nous ramène un petit peu à l'époque de 2020-2021 avec Lewis Hamilton et Max Verstappen. Oscar Piastri troisième, Charles Leclerc quatrième et George Russell cinquième. Pour nos petits Français, Hadjar est parti de la 15e position, 17e place pour Pierre Gasly, 18e place pour Esteban Ocon. On a eu quand même quelques surprises lors de ces qualifications sprint, on va pas se mentir. On s'attendait pas à voir Lewis Hamilton en pole position et à voir Lando Norris seulement 6e. Julie. Ça, c'est sûr. Bah, vas-y, Artus. Allez, Arthur, c'est parti. Bon, ok. Bah alors, oui, c'est sûr que Lewis, on s'y attendait pas. Après, on sait quand même que cette Ferrari est performante. Ça fait des années que la Ferrari est plus performante en qualif que en course. Donc, évidemment qu'on va pouvoir s'y attendre à les voir un peu plus performer en qualif, même si ça a été déjà moins le cas l'année dernière. Ensuite, effectivement, tu le rappelles, hein, mais Verstappen en deuxième position, Lewis en première. Heureusement, il n'y a pas eu d'accrochage, mais bon, ça va. A priori, les rivalités se sont un peu effacées, on va dire. Mais c'est sûr que là où c'est le plus surprenant, c'est cette sixième place de Norris pour ses qualifs sprint, auquel on s'attendait absolument pas. Même si devant on a que des voitures effectivement performantes, hein. On a la Red Bull, la Ferrari, la Mercedes, qui sont les trois autres voitures qui entre guillemets peuvent prétendre peut-être à ce titre de champion constructeur, mais comment dire, ça fait bizarre quand même de voir Norris qui venait de gagner la semaine d'avant à cette sixième position en sprint en tout cas. Alors Norris, pour information, pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé la séance de qualification sprint, Norris abandonne son deuxième tour, il est en avance dans le premier secteur, il est en avance dans le deuxième secteur, et arrivé lors de l'avant-dernier virage à la fin de la grande ligne droite du Grand Prix de Chine, il commet une petite erreur et donc rentre au stand, abandonne son tour. Peut-être que si son tour avait été correct, il aurait été mieux placé. En tout cas, il fallait s'en méfier, il ne fallait pas forcément tirer des plans sur la comète et vous allez le voir dans quelques instants, ça s'est directement vu samedi après-midi en qualification pour la course. Julie, ton avis toi sur la pole position de Lewis Hamilton? Bah, fallait s'y attendre, je pense, au vu du week-end, ça rejoint un petit peu mon avis tout à l'heure sur, le format. Ça favorise forcément les pilotes comme Lewis Hamilton ou Max Verstappen qui connaissent très bien les pistes en général et qui savent très bien rouler et je pense que les McLaren, voilà, avec ce week-end, parce que la McLaren a l'air d'être une voiture quand même assez pointue au niveau de ses réglages. Je pense que ça a un petit peu lissé et on l'a vu, voilà, samedi après-midi sur la qualification, pour la course de dimanche. Je pense qu'après la course, les équipes ont beaucoup appris. Le parc fermé a été rouvert, il a été refermé un petit peu après et ça a remontré un petit peu peut-être le vrai niveau qu'on va avoir sur les prochaines courses. Quand on regarde le classement, il y a quand même quelque chose qui me laisse un petit peu avec un goût amer et surtout je regardais juste avant l'émission un épisode de Drive to Survive sur Netflix avec c'était l'épisode 6 ou 7 je crois où on met en avant Liam Lawson sur la saison comme quoi c'est un pilote talentueux. Et bien en fait, en regardant la série, on remarque que son début de saison, il est catastrophique à Liam Lawson et la preuve, il se qualifie à la dernière position des qualifications sprint et on parle déjà potentiellement de le remplacer dès le prochain Grand Prix ou dans 3 semaines. Liam Lawson, est-ce que vous vous inquiétez vraiment pour le pilote néo-zélandais ou vous lui donnez un petit peu de temps quand même est-ce que vous pensez qu'on est trop dur avec lui? Julie, je t'écoute. Julie, on va faire comme ça, on va faire un coup Julie, un coup Artus et on échange. On va laisser Julien. Voilà. Moi, je trouve que Liam Lawson est un bon pilote.
c'est un pilote qui ne connaît pas tant que ça la Formule 1, même s'il a déjà fait 12 Grands Prix, du coup. Euh, mais je pense qu'on est trop dur avec ce deuxième siège Red Bull en général, parce que je pense qu'il faut encore le rappeler malheureusement, c'est que cette voiture n'est faite que pour Max Verstappen. Elle n'est faite pour personne d'autre. Elle n'a pas été faite pour quelqu'un d'autre depuis l'ère Vettel. Mark Webber a eu du mal dans cette voiture-là. La dernière personne qui a réussi à gagner, Sergio Pérez aussi, mais la voiture, il y avait d'autres personnes aussi dans l'écurie à un moment où Sergio Pérez a réussi à tirer des performances de cette deuxième Red Bull. Je pense que c'est le deuxième siège Red Bull qui est un peu maudit, on va dire. Liam Lawson était un bon pilote. Comme l'a dit Max Verstappen, il serait sûrement meilleur dans la Racing Bulls. Je pense que beaucoup de pilotes seraient meilleurs dans la Racing Bulls. Le remplacer, pourquoi pas. Selon ses dires, selon les dires de l'écurie, le pilote japonais Yuki Tsunoda serait la personne derrière lui, alors que pourtant, c'est pas vraiment de lui qu'on parlait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines dans ce deuxième siège Red Bull, c'est plutôt Isaac Hadjar. Mais donc de leur dire et de ses dires personnels aussi à Tsunoda, son style de pilotage correspond peut-être un petit peu plus à cette Red Bull. Et donc pourquoi pas le tester s'il a déjà testé en simulateur et que ça fonctionne mieux que Liam Lawson. Pourquoi faire du mal à un pilote qui va pas y arriver et qui va se faire décortiquer par tout le monde, par le monde de la Formule 1, par tous les gens dans le paddock, par les journalistes, par les fans. Je vois pas l'intérêt de faire du mal à quelqu'un si la personne après lui peut faire mieux. Mais je pense que voilà, tant que Red Bull ne changera pas de philosophie par rapport à Max Verstappen et à ses performances aux performances de cette voiture, je pense qu'aucun pilote ne pourra être au niveau de Max Verstappen dans cette deuxième Red Bull. Ouais, donc on en revient au même problème que C'est ça. lors des derniers mois ou des dernières années. Toi, Arthus, t'es d'accord avec ça ou tu penses qu'il faudrait qu'on lui laisse un peu plus de temps rapidement? Alors, je suis relativement d'accord sur le fait qu'effectivement, la Red Bull a toujours été faite pour Max et que, bon, bah, Liam Lawson est effectivement un excellent pilote, mais je pense qu'on est trop dur avec lui quand même. Quand bah, c'est Helmut Marko qui a déclaré je cite ses dires, ce qu'il avait dit sur Sky Sport. Cela ne peut pas continuer comme ça. Nous analyserons cela attentivement et prendrons ensuite des décisions en conséquence. Et étant donné ce qu'il a dit sur Isaac Hadjar, il a quand même beaucoup encensé Isaac Hadjar, on peut aussi penser, même si la tendance est plus à Yuki Tsunoda, que Hadjar serait une option. Alors Mais Adjar, on en parlera tout à l'heure, hein. ouais, D'accord, donc faisons vite là-dessus, mais Adjar, on en parlera justement un petit peu tout à l'heure puisqu'on très va le bien, noter, le jeune pilote français, très mais bien. c'est vrai qu'Adjar pourrait être éventuellement un Mm. remplaçant de Liam Lawson, Ouais. comme un certain Daniel Ricciardo, qui il y a encore quelques mois on pensait être Mm. favori, puisque Daniel Ricciardo, Julie, tu parlais tout à l'heure de derniers pilotes, second pilote Red Bull qui ont réussi dans cette voiture autrichienne. Pour moi, le dernier, c'est Daniel Bien sûr. Ricciardo. C'est Oui, lui c'est clair. qui... Sergio Pérez a réussi à faire quelques bonnes courses, quelques bons week-ends. Mais Mm. oui, c'est la dernière personne qui a vraiment bien réussi dans cette Red Bull, c'est Ricardo. Mais je pense que Ricardo, il a définitivement tourné Oui, la page Formule 1 de sa carrière et de sa vie en général. Donc, ça doit être fini, oui. je le vois pas du tout revenir, Ricardo. Alors du coup, après ces qualifications sprint, on a eu quand même une Mm. course. Bon, vous allez me dire les résultats, enfin la course sprint, pas d'arrêt au stand, sur le sec, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de spectacles. Là, il y en a eu un petit peu, déjà par cette excitation de voir Lewis Hamilton en tête, de le voir gagner, et il a gagné, puisque le Britannique a tout de suite fermé la porte à Max Verstappen dès le départ pour l'empêcher de prendre la première place. Et derrière, on a eu quand même une course plutôt simple, plutôt linéaire. Le seul spectacle, ça a été Max Verstappen qui se rapproche un petit peu d'Hamilton, mais qui n'arrive pas vraiment à le dépasser à cause du graining, hein. Mm. C'est un élément qui vient qui est causé par la surchauffe du pneu et qui vient créer une petite couche de dégradation sur le pneumatique, créant du coup une perte d'adhérence. Il faut donc agrandir l'écart entre le pilote et la voiture de devant pour que cette couche de graining disparaisse. Et donc ça a profité à Oscar Piastri, qui a eu l'opportunité, qui a réussi à rejoindre le Néerlandais et a donc le doublé pour terminer deuxième de cette course sprint.
Résultat de la course sprint, avec un podium composé d'Hamilton, Norris et Verstappen, Russell et Leclerc pour compléter le top 5 et nos petits Français, Gasly 12e, Hadjar 13e et Ocon 16e. Euh, Pareil, première victoire de Lewis Hamilton, même si c'est une course sprint. C'est sa première victoire de sa carrière en course sprint. C'est la première victoire de Ferrari en course sprint. C'est la première victoire de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le week-end commençait idéalement pour les rouges. Artus. Oui, ça c'est sûr. Après la pole position, on s'y attendait, hein. On a Lewis qui part en pole. Il a toujours plutôt su être bon sur ses départs en pole position. Effectivement, on a cru à un retour de Max Verstappen à un moment pendant quelques tours. Malheureusement, comme tu l'as dit, le graining l'a un peu retardé, et donc quand il s'est fait rattraper par Piastri, on a su que c'était un petit peu la fin pour ce retour et que Lewis était parti trop loin. Donc une course plutôt très bien maîtrisée dans l'ensemble pour Lewis. Pas de pluie, rien qui est venu intervenir pour lui faire peur. Donc non, dans l'ensemble, rien à dire, hein. C'était propre. Un pilote en difficulté, Lando Norris, qui termine que 8e alors qu'il s'est lancé de la 16e position. Julie, ton avis sur cette petite course? Ouais, bah, Norris, par rapport à Norris, comme tu as lancé là-dessus, Norris, je pense qu'il a fait une course normale au vu de la dégradation des pneus de tout le monde, hein, parce qu'au bout de 9 tours, tout le monde a commencé à dire ça craint au niveau du graining, on ne sait pas si les pneus vont réussir à tenir. Il a quand même tenu une position pas trop mauvaise. Il faut aussi, s'il est vraiment dans l'objectif de vouloir gagner ce championnat pilote, il faut aussi prendre ses points qui sont peut-être moins beaux, moins sympas, mais c'est toujours utile. Et puis, bah, Lewis Hamilton, bah, il a fait ce qu'il sait faire le mieux, je trouve, hein. Il est parti en pole, il a fermé la porte au premier virage et puis il est resté dans la bonne position et il a réussi à économiser ses pneus. C'est probablement celui qui a eu le moins de dégradation pneumatique sur cette petite course sprint. Et puis, il a gagné à la fin. Donc, je Qui est pense que forcément plus facile quand on est devant. Ouais, c'est ça. l'air propre a dû lui filer un coup de main Voilà. aussi là-dessus, c'est sûr. Oui, c'est clair. Comme pour Piastri, on va le Comme, voir, mais comme pour bien Piastri sûr. dimanche. Hein. Alors, si je peux faire une mini intervention par rapport, en fait, je viens d'y repenser, mais ce que tu disais tout à l'heure, Julie, je le revois en voyant le classement et j'y repense sur le classement des qualifs sprint. Euh, Tu disais justement que les pilotes expérimentés avaient plus de facilité après une seule séance d'essai libre. Je trouve ça intéressant, moi, les positions de Lance Stroll par rapport à Fernando Alonso sur ce week-end. Lui qui a Ouais. beaucoup été critiqué. Euh, sur l'ensemble, en tout cas, du vendredi, j'ai plus les résultats exacts, hein, je les ai là pour le lendemain, mais il me semble que c'est pareil. Hein, Lance Stroll l'a quand même un petit peu dominé, étonnamment, sur un pilote qui a autant d'expérience par rapport à un pilote. En essai libre, Stroll termine derrière Alonso, mais dès les qualifs Ouais. sprint, je sais que Stroll part 10e et Alonso 11e. Sur la Mm, course, Stroll termine devant. De toute façon, Alonso, c'est ça, lui, le De dimanche, toute façon, abandonne au Alonso, il quatrième a tour. Donc, terminé aucune course depuis c'est le sûr. début de l'année. Donc, mm. Ouais, c'est vrai que ça n'arrive pas non plus, c'est sûr. Donc, oui. Après, Stroll, euh, ça fait quand même 7 ans qu'il est en Formule 1. ouais. On Bien peut sûr. déjà le classer dans un pilote expérimenté. Oui, oui, oui. Quand on parle de pilotes C'est non vrai aussi, expérimentés, je pense on parle plutôt de ceux qui ont peu ou très peu couru en Chine. bien sûr. Surtout que le Grand Prix de Chine est réapparu seulement l'année dernière au calendrier depuis 2020. Donc ça fait Mm, quand même une bonne partie des pilotes qui n'ont pas qui fait n'ont une pas course forcément. sur ce Grand Prix. Bah, déjà, rien que nos six rookies, Les C'est ça. Siroki déjà. plus Euh, quelques-uns, si je dis pas pas envie de dire de bêtises. notre Tsunoda, Tsunoda, ouais. hmm, Tsunoda, ouais, était bon. Et puis, Piastri, Piastri aussi. Piastri, aussi. On évidemment. parle d'Oscar Piastri, Piastri, évidemment. mais On l'oublie voilà. Et le trop reste, par tellement il est contre, bon, mais C'est c'est ça. ça. Mais le reste ont le déjà reste, roulé bien en sûr. Chine. Oui, Alors, Oui, Norris, c'était deux. Mm. Je vais dire une bêtise. on a donc le résultat de la course sprint, il fallait se lever tôt, parce qu'elle était à 4 heures samedi matin. Et samedi après-midi, on enchaîne, pas d'essai libre, on repart sur une séance de qualification. Avec une belle grille de départ, mais assez différente du samedi, et déjà la première pole en carrière de l'Australien Oscar Piastri, qui s'était lancé devant George Russell, Lando Norris et Max Verstappen pour compléter la deuxième grille de départ, et une troisième ligne 100% Ferrari avec Hamilton et Charles Leclerc.
Belle performance d'Issa Kadjar qui s'est donc qualifié à la 7e position devant Kimi Antonelli, Tsunoda 9e et enfin Alex Albon 10e. Pour nos deux autres Français, très belle 11e place d'Esteban Ocon et on va revenir sur le week-end du Français qui marque de très gros points chez Haas et Pierre Gasly, lui, s'était lancé de la 16e position. Liam Lawson, 20e. Encore une fois, je me permets de préciser, on en reparlera peut-être pas là, mais on va encore en reparler après. Ces qualifications, qu'est-ce que vous en avez pensé? Des résultats quand même assez différents avec un Lewis Hamilton euh, qui ne s'élance qu'à la 5e position, Norris qui récupère du coup son erreur du vendredi après-midi pour se classer 3e, Hadjar 7e, Ocon 11e. Julie, quel est ton avis sur la performance de nos petits Français là? Bah, franchement, week-end, top pour, 2 Français plus que tous, mais je pense que Hadjar, il a fait le week-end qu'il fallait pour se rattraper de l'erreur malheureuse, du tour de formation en Australie et Ocon, montre que la Haas, elle a quelque chose dans le ventre parce que c'est lui, qui doit mener cette écurie maintenant et il montre aussi que ses performances à Alpine n'étaient peut-être pas que dues à lui, et puis, voilà, c'est aussi, je pense, pour lui, une manière de se rattraper de cette dernière année, on va dire et en ce qui concerne, Pierre, Gasly, la c'est aussi, je pense, les performances de l'Alpine qu'il faut mettre en question, mais pas un super week-end, du côté, de Gasly. Première pole de Piastri ce week-end. C'était un pilote qu'on annonçait être très très bon en course. On savait que les qualifications c'était un peu moins son point fort. Première pole pour venir faire taire ses détraqueurs. Artus, est-ce que tu vois en Oscar Piastri un futur champion du monde? Ah, futur champion du monde, ça faudra voir. Mais alors, j'ai plus le résultat exact, mais je crois que la pole, il la prend quand même moins serrée que la veille, hein, parce que la pole de la veille est quand même, se joue dans le centième, si je dis pas de bêtises. Là, je crois qu'elle se joue Hamilton fait vraiment au la dixième. pole avec 18 millièmes d'avance sur C'est Max ça, Verstappen, voilà. alors que Piastri, lui, l'a fait à 82 millièmes d'avance sur Russell. Donc, on reste quand même sur un top 5, Ouais, top 6 qui joue en 3-4 dixièmes. ok. Bon, alors je dis, mais il y a quand même une plus grosse différence, c'est bien ce qui me semblait quand même. Mais il a fait la qualif qu'il fallait. Il n'a pas été embêté par qui que ce soit. Il a eu la place qu'il fallait. Sur celle-là, si je dis pas de bêtises, il a eu la priorité sur Norris, puisque Oui, Norris l'avait eu la semaine d'avant. oui. Et donc, bon, bah, voilà, il a fait sa qualif, tout s'est bien passé pour lui. Il a effectivement fait taire les gens qui pouvaient le critiquer sur ses qualifs, même si il avait fait plusieurs premières et deuxième lignes quand même relativement souvent, notamment en fin d'année dernière. Voilà, rien à dire, hein, fallait s'y attendre, fallait que ça arrive à un moment, sa première pole, euh, même si, voilà. Et il avait une pole d'ailleurs, je crois, en sprint, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. il avait les pôles en sprint, mais du coup, qui n'étaient pas comptabilisés en tant que pole Exact. position officielle. Et Voilà. donc, pour la course, le départ, donc, dimanche 8h, on a pu quand même se remettre un peu plus à un réveil normal. L'Australie, ça a piqué. 5h du matin, c'était chaud. Le départ avec Verstappen qui perd tout de suite 2 places. Lando Norris repasse euh, devant George Russell. Donc on a déjà les deux McLaren en tête. Et on a ce petit accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, entre les deux Ferrari. Alors, est-ce Hamilton qui referme trop tôt ou trop tard? Est-ce que c'est Leclerc qui fait une petite erreur de freinage avec une sorte de sous-virage? Votre avis sur la collision Ferrari qui a quand même bien endommagé la course de Charles Leclerc, puisque cela a endommagé l'aileron de Charles Leclerc, un aileron qui n'a pas changé. Peur de perdre trop de temps, donc une bonne dizaine de secondes. Il a roulé avec cet aileron-là qui lui a peut-être provoqué, on va dire, la perte de sa 4e place aux dépens de Max Verstappen un petit peu plus tard dans la course. On va en parler juste après. Contact Ferrari, ça aurait quand même pu avoir de plus gros dégâts, notamment sur le pneu de Lewis Hamilton. Oui, c'est clair que ça aurait pu être grave, mais je pense que c'est un accident de course et rien de plus, rien de moins. Ils sont tous les 2 dans une situation où ce qu'ils regardent, c'est devant. Leclerc, il veut surtout fermer la porte, et il glisse, il touche Hamilton. C'est dommage que ce soit son coéquipier, surtout si ça s'était mal fini pour les Ferrari.
en course, parce que ça se finit quand même mal à la fin. Mais voilà, je pense pour moi c'est un accident de course. Et toi, Artus? Je suis du même avis, incident de course, hein, les deux sont sur autre chose, ils se rentrent. Le contact est en plus quand même relativement très faible. Mais moi, je pense quand même aux ingénieurs Ferrari qui doivent être en train de s'arracher les cheveux vu les performances de Charles Leclerc pour le reste de cette course, malgré son aileron avant cramé, donc enfin dégradé. Donc ouais, bon, incident de course. Incident de course, on referme le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Charles Leclerc a fait une belle course. Alors vous allez me dire, oui, les résultats de sa course, certains nous diront peut-être, Charles Leclerc ne termine que cinquième. Mais terminer cinquième avec un aileron de la sorte, un aileron qui a quand même été bien endommagé, on annonçait une perte de 10 points aérodynamiques. Alors 10 points d'aéro, ça peut être assez différent d'une écurie à une autre, mais ça reste quand même assez important. Et Charles Leclerc a tenu. Charles Leclerc était plus rapide que son coéquipier. Malheureusement, ça n'a pas tenu contre Max Verstappen. On va parler d'abord du podium, si vous le voulez bien, avec la victoire donc d'Oscar Piastri, sa troisième victoire en Formule 1, doublé McLaren avec la deuxième place de Lando Norris. Une belle avance d'ailleurs pour Oscar Piastri puisqu'il termine avec 10 secondes d'avance sur Norris et une belle troisième place. Un nouveau podium pour celui qu'on n'attendait pas forcément à cette place-là, George Russell, qui, avec sa Mercedes, tient la route, et on le verra au classement pilote après, le Britannique est quand même aux avant-postes. Alors, ce podium, qu'est-ce que vous en pensez? On revient peut-être plus à ce qu'on avait vu à la suite des essais hivernaux, non? Artus? Bah, oui, complètement, hein. C'est de toute façon ce à quoi on devait s'attendre la semaine dernière, encore une fois. Malheureusement, Piastri a eu ses petits problèmes, même s'il a quand même réussi à bien finir sa course. Voilà, on sait, les McLaren sont performantes, plus que les trois autres des plus performantes. Et oui, on peut s'y attendre, hein. On peut s'y attendre à en voir beaucoup d'autres des comme ça dans la saison. Donc, belle performance, effectivement, tu l'as noté, de George Russell, qui est plutôt bon. On voit qu'il y a bien Antonelli aussi qui finit cinquième. Oui, il finit cinquième. Oui, oui, oui. Non, Ah non, sixième. non, Antonelli finit sixième. Mais justement, on va en Sixième. reparler après. On va en reparler après. Voilà. Parce que là, pour Voilà. l'instant, on est resté sur l'aspect que Charles Leclerc termine cinquième et Bien Lewis sûr. Hamilton C'est sixième. vrai. Mais, Ouais, il y c'est a un vrai. mais, et on va en parler après. Non, mais on va voir plus tard. Mais donc, ouais, moi je trouve que George Russell, qui commence à avoir quand même pas mal d'expérience en Formule 1, c'est sa troisième, c'est 4-3 ou quatrième saison chez Quatrième saison. Mercedes. Quatrième Quatrième saison, saison. Ouais. quatrième saison chez Mercedes. Il performe, il connaît la voiture, et puis cette année elle est plus performante, je trouve, que l'année dernière. Évidemment qu'on va le voir sur beaucoup de podiums et ça m'étonnerait pas qu'on voit gagner une ou deux courses dans la saison, voire plus. Doublé McLaren, Julie, en Chine, t'as peur que ça se reproduise souvent quand même ou pas cette année? Oui. Et en même temps, si ça se reproduit pas, c'est que soit il y a un problème chez McLaren ou alors vraiment les autres écuries ont configuré leur voiture comme on pouvait le voir à une certaine époque pour l'Europe et pour les courses en Europe. Mais je doute. Et en cette dernière année de réglementation, je pense que toutes les écuries ont donné leur maximum et que on n'ira pas plus haut. Et McLaren a très bien compris ce concept sur les 2 dernières années. Et McLaren a la meilleure voiture et a un très très bon duo de pilotes. Donc oui, je m'attends à avoir ce doublé très régulièrement sur la saison. Ok, alors, il est en France 9h50 quand le podium est célébré. Et puis à midi, on reçoit une notification qui commence un petit peu à nous alerter quand même, comme quoi les deux Ferrari de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc sont sous investigation des commissaires, ainsi que l'Alpine de Pierre Gasly. Et là, on commence à sentir la douille venir. Et en fait, le problème, c'est que la voiture de Lewis Hamilton a, je crois, son plancher un peu trop court, Ouais, c'est ça. et que la voiture de Charles Leclerc est légèrement au poids plus légère que le poids minimum requis. Et donc là, on comprend tout de suite que la sanction elle va être immédiate et ça ne tarde pas à venir puisque une demi-heure plus tard, la sanction tombe. Lewis Hamilton, qui a terminé sixième, et Charles Leclerc, qui a terminé cinquième, sont disqualifiés de cette course, disqualifiés du Grand Prix de Chine. 0 pointé pour l'écurie Ferrari sur ce Grand Prix. Après un premier week-end en Australie qui avait déjà été complexe, c'est une nouvelle tache noire qui vient un peu entacher, si on peut dire, le week-end des rouges.
Pierre Gasly lui aussi est disqualifié. Voilà, week-end encore compliqué pour l'Alpine. Ce qui nous donne un classement final avec donc le podium ne change pas, Max Verstappen quatrième et notre petit Français Esteban Ocon qui termine donc cinquième sur sa Haas, inespéré après ne serait-ce que le week-end dernier. Kimi Antonelli termine sixième, encore une belle performance d'Albon qui termine septième, Oliverman qui termine huitième sur la Haas, donc 14 points pour l'écurie américaine. Lance Stroll marque encore des points pour Aston Martin et Carlos Sainz arrache son premier point avec Williams. Esteban Ocon cinquième, c'est quand même assez inattendu et on le voyait déjà quand il a franchi la ligne à la septième position, c'était quand même un pilote heureux. Julie. Oui, et en même temps, il faut célébrer ce genre de choses, de points, pour une écurie comme As qui est dans une bonne pente, j'ai l'impression. On croise les doigts pour le reste de la saison, mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu beaucoup de changements dans cette écurie, il y a eu beaucoup d'améliorations et ça commence à se voir parce que le résultat d'Esteban Ocon est là, hein, mais il ne faut pas non plus oublier Oliverman qui a fait aussi un bon Grand Prix et qui a marqué du coup beaucoup de points. Et je pense qu'on va revoir Esteban Ocon dans les points de temps en temps, si ce n'est régulièrement, sur cette saison. Et donc toi Artus, content aussi pour Ocon je suppose? Bien sûr, content pour nos Français, un peu moins dommage pour Gasly, parce que si on dit que si lui n'avait pas eu de problème, il serait repassé à sa 9e position. Donc, Aussi, ouais. euh, ça aurait pu être bien d'avoir deux Français dans les points, et donc Adler qui aurait fini 12e dans ce cas-là. Mais oui, ça fait évidemment plaisir de voir un Français auquel on s'attendait pas. Franchement, si on m'avait dit que Ocon finirait au-dessus d'une 8e place dans la saison, j'aurais eu du mal à y croire vu les performances de la Haas l'année dernière. Même en essai, c'était pas l'avant-saison, c'était pas non plus dingue. On se rend compte là qu'au final, cette Haas performe plutôt bien, double point. Ça fait forcément plaisir. Petite déception pour Kimi Antonelli quand même, qui ne termine que sixième. Euh, il termine surtout, alors il termine sixième, mais il termine surtout à 53 secondes d'Oscar Piastri et à plus de 40 secondes de son coéquipier. Par rapport à la performance qu'il avait fait sous la pluie en Australie, on s'attendait peut-être un petit peu mieux au pilote Mercedes, même si ça ne reste pas pire que Liam Lawson, qui ne marque toujours pas de points pour Red Bull. Euh, il faut, sur les 20 dernières courses, sachez que le deuxième pilote Red Bull n'a inscrit que 24 points sur les 20 dernières courses. Je ne sais pas si on se rend compte de ces Terrifiant. statistiques complètement dingues. C'est terrifiant. Le deuxième pilote Red Bull n'a inscrit que 24 points sur les 20 dernières courses. Donc, on englobe Liam Lawson et Sergio Perez. Donc, petite déception pour vous pour Kimi Antonelli ou pas? Rapidement, Julie. Non, Non. Et il est en Artus? phase d'apprentissage, donc non. Non plus. Non plus. D'accord. Les Williams, encore une belle performance de la part des Williams qui inscrivent 7 points. Euh, Est-ce que vous pensez les Williams être aujourd'hui la cinquième force du plateau? Non, non, puisque je pense que, étant donné que les Williams sont les voitures avec le plus de vitesse de pointe, ça les avantage quand même pas mal sur ces circuits de Chine et de Melbourne. On verra dans 2 semaines au Qatar, à Bahreïn, pardon. Ce sera, Ce sera au Japon. ça se- c'est au Japon, pardon. Ce sera au Japon, oui. C'est au Japon, Voilà, pardon, au excusez-moi. Japon. Pardon. C'est après, Bahreïn. Le Bahreïn, c'est après, Euh, c'est ça. c'est la semaine d'après, pardon. Mais comme avec ces changements complets là de calendrier, on n'est plus habitué à voir Bahreïn aussi tard entre guillemets dans le Exactement. calendrier. Euh, je, je pense que, alors déjà donc ce sera le cas au Japon. Je pense que ces Williams seront moins performantes là-bas, mais en l'occurrence pour l'instant c'est une bonne surprise de les voir aussi haut. Ça fait plaisir pour Carlos Sainz qui quand même prend pas mal de points dans dans cette Williams. Donc voilà, hein. Enfin, pas mal de points, c'est son premier point de la saison, mais la semaine dernière, il a fait DNF, mais il avait bien commencé. Donc non, ça fait plaisir quand même de les voir là. Et pour une écurie aussi historique, de les voir un petit peu remonter. Julie, un petit goût amer quand même pour Issa Kadjar qui s'est lancé de la septième position et qui ne termine que 11e après une stratégie à 2 arrêts pour les Racing Bulls qui finalement n'a pas été Ah, payante. c'est ça. Ouais, non, je pense que il aurait pu marquer ses premiers points en Formule 1 ce week-end. Il aurait peut-être
même sûrement été derrière son coéquipier, mais on lui demande pas non plus d'être devant. Yuki Tsunoda est un très bon pilote, mais oui, je pense que là, il peut pas s'en vouloir de ce qui s'est passé. Il a pas encore la place dans l'écurie pour dire non, on fait pas un deuxième arrêt, on reste sur cette stratégie-là. Mais je pense que c'était le mauvais choix ce week-end, même si tout le monde était parti sur cette stratégie au départ. Avec l'essence qui diminue au fur et à mesure de la course, c'est devenu bien mieux pour toutes les écuries et c'était inutile de faire un deuxième stop au Racing Bulls et ça a sûrement coûté les premiers points d'Isaac Hadjar. Trois disqualifications dans un Grand Prix, pardon. Il faut remonter au Grand Prix du Canada de 2004 pour retrouver plus de trois disqualifiés. Il y en avait quatre à l'époque et il fallait retourner au Grand Prix du Japon 2019 pour revoir au moins un pilote de Formule 1 se faire disqualifier. C'était les Renault de Nico Hülkenberg et de Daniel Ricciardo en 2019. Une course donc, alors un peu moins animée que l'Australie, mais avec un classement pilote final qui voit Lando Norris prendre la tête du général, conserver la tête pardon du général avec 44 points. Max Verstappen, Russell et Piastri le suivent de près à 36, 35, 34 points. Quand on regarde ce classement, moi déjà j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne voit pas une bataille à 4 se dessiner pour le titre mondial avec des Ferrari qui ne sont clairement pas au rendez-vous? Julie. Euh, non, je pense que les Ferrari seront au rendez-vous et que ça va arriver. J'espère en tout cas, parce que sinon c'est dommage, on les attendait, ils avaient fait des bons tests de pré-saison. Mais je pense que dans la discussion, il faut aussi penser au fait que Ferrari a une voiture quasiment neuve. Les autres écuries, pas tellement. Euh, je vois Max Verstappen et Norris jouer le titre, mais je pense que ce sera surtout à Oscar Piastri qu'il faudra faire attention. D'accord. Donc pour toi, ce n'est pas trop tard pour Ferrari. Ferrari peut encore remonter. Non, il n'y a pas encore assez d'écart pour se dire c'est dommage et Ok, c'est trop tard pour d'accord. cette année, quoi. Et Arthus, du même avis ou pas? Complètement du même avis. Effectivement, ils font deux premières courses où ils prennent que 17 points en deux courses. Pour Ferrari, c'est quand même honnêtement très mauvais, mais ils leur sont arrivés des problèmes, des galères. Ils seraient beaucoup plus hauts s'ils n'avaient pas eu leurs histoires de 0,5 mm et d'1 kilo. Donc voilà, je pense qu'on peut les attendre dans la course plus tard. Après, de là à jouer le titre constructeur ou pilote, je ne sais pas. Moi, je vois quand même les McLaren beaucoup trop hautes et je pense que d'ailleurs, même Max Verstappen va finir par se faire distancer. Il est qu'à 2 points d'avance sur Piastri et je pense il va pas rester longtemps dans le vie. Tu parlais du championnat constructeur, parfait. On enchaîne là-dessus justement et on voit que McLaren est actuellement en tête du championnat constructeur avec 78 points. Et là, par contre, l'avance est quand même plus conséquente que sur les pilotes. Mercedes deuxième, hein, qui réalise un bon début de saison avec un Russell au rendez-vous et avec un Kimi Antonelli qui marque de précieux points. Par contre, bah, on a Red Bull ou plutôt dirais-je Max Verstappen, qui est troisième du championnat constructeur avec 36 points. Williams est à égalité de points avec Ferrari. On a quand même As, du coup, qui remonte à la sixième place. C'est pour ça ma question tout à l'heure où je vous disais, est-ce que Williams pourrait être actuellement la cinquième force du plateau? Peut en effet prendre son sens parce qu'on a des Alpines qui ne sont pas au niveau, Racing Bulls qui, on sent qu'il y a un potentiel, mais pour l'instant qui n'est absolument pas bien exploité en course. Sauber, bon, il y a eu un coup d'exploit en Australie en raison de la pluie. Des Aston Martin qui, on voit, sont quand même un peu en difficulté. As, on a eu une belle perf ce week-end, mais on sait que ça sera pas sur tous les circuits comme ça. C'est ce que disait Esteban Ocon à la fin de la course. Donc, à voir dans les semaines à venir si Williams peut justement réussir à s'imposer comme étant la cinquième force du plateau. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission et qu'on note enfin 5 éléments plus la course comme la semaine dernière. Et on va commencer par noter Oscar Piastri. Alors la semaine dernière, nos deux consultants avaient noté, on avait noté Lando Norris qui avait fait la pole et la victoire et il lui avait donné un 8 et un 7 pour une pole et une victoire. Alors est-ce que vous allez être plus gentil ou du même avis avec Oscar Piastri qui a signé la pole, qui a signé la victoire, qui a dominé toute la course? Quelle note vous lui donnez? Et on va commencer par Julie. Moi, je dirais
8 8 sur pour 10, d'accord. l'ensemble du week-end. Je pense qu'il a fait un très beau week-end et qu'on le reverra faire ce genre de week-end, mais ouais, un bon 8. Et pour toi, Artus? 9, il finit deuxième au sprint. Premier avec la pole au Grand Prix. Il lui manque juste le meilleur tour et une petite place au sprint pour avoir son 10, mais il a été exemplaire, Un meilleur tour qui ne rapporte plus de points cette année, mais ça, bien sûr. on vous l'avait déjà dit lors de l'épisode 1 de l'After F1. On va noter As, l'équipe As dans sa globalité avec un excellent week-end. Du coup, on l'a dit tout à l'heure, 14 points inscrits sur cette course. Julie, une note pour As? Bah, un bon 9, si ce n'est un 10, parce que est-ce qu'ils vont réussir à faire un meilleur week-end sur la saison? Je ne sais pas. Donc, ouais, 8. Allez, 9,5. 8, 9,5 Ouais. pour Julie. Et toi, Artus? Euh, Allez, étant donné qu'ils sont un peu aidés quand même, je serais parti sur 8. Ouais, Sorry. 7,5. 7,5. Ils sont aidés quand même pas mal par le décalage des Ferrari. Après, effectivement, la question se pose sur est-ce qu'ils arriveront à faire un meilleur Grand Prix. Là, peut-être pas. Lewis Hamilton qui remporte la course sprint, qui signe la qualification sprint et qui se fait disqualifier de la course principale. Lewis Hamilton, vos notes pour le Britannique? Euh, 6, 6, pourquoi? parce que il fait un très bon vendredi, un très bon samedi, mais le dimanche est pas dingue. Sa course, même avant la disqualification, est pas la meilleure et je pense il a le talent pour faire mieux. Il y avait sûrement des problèmes autres et qu'il n'avait pas vu puisqu'il n'avait pas été dans le peloton, donc il n'a pas vu à quoi s'attendre avec la Ferrari dans le peloton. Donc, ouais, je peux pas aller beaucoup plus haut et en plus, il y a la disqualification, donc même si c'est pas vraiment sa faute, ça gâche un peu le week-end. Et pour toi, Artus? Allez, quand même. Moi, j'aurais quand même mis un 6,5, 7 pour la victoire en sprint, mais c'est vrai que le reste de son Grand Prix est pas dingue, donc en fait, je vais donner la même note, je vais dire 6. Ok. 6 à cause de la disqualification, sinon ça aurait été 6,5, 7, je pense. Et peut-être aussi du manque du rythme, un petit peu en course, Bien sûr. puisqu'il était quand C'est même vrai. moins rapide que Charles Leclerc qui avait un aileron avant endommagé. Issa Kadjar, notons le petit français Issa Kadjar qui a quand même voilà, on a senti que ça l'avait pas tellement affaibli sa bourde en Australie. En tout cas, il est revenu sur de bons rails en réalisant une belle performance. Alors, pas de points inscrits pour lui ce week-end, mais des choses très intéressantes. Notons Issa Kadjar. Moi, je lui mettrais un bon petit 7 parce que il a fait un très bon week-end et je trouve que il mérite une bonne note parce qu'il s'est tellement bien relevé du week-end en Australie qu'il aurait pu lui faire beaucoup de mal psychologiquement et en fait, ça l'a presque rendu plus fort, ça lui a donné plus de niaque pour ce week-end et j'ai trouvé ça très admirable à son âge et avec sa très petite expérience en F1. Et toi, Artus? Bah, le fait qu'il rapporte pas de points me pousse à dire quand même 6. Son coéquipier en rapporte lors de la sprint, hein, il en rapporte 3. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à 3 points. C'est ça. Bah, donc je vais quand même rester sur mon 6, même s'il fait des belles performances et malheureusement le manque de rythme pendant la course et cette stratégie à 2 arrêts qui l'a évidemment bien pénalisé me font dire que voilà, je peux pas lui donner une meilleure note que 6. Très bien. Et enfin, Liam Lawson. On en a parlé tout à l'heure. Notons Liam Lawson, qui a réalisé encore un week-end très très compliqué au sein de sa Red Bull. C'est compliqué à noter parce que c'est dur de lui mettre plus qu'un 2 ou 3 parce que bah, il a rien fait. Il a pas mis de points, il est parti de la pit lane, il a réussi à doubler des voitures, mais c'est les voitures qui sont tellement loin et tellement loin de cette Red Bull. Donc je dirais ouais, 2, 2, 3, 2 ou 3? 2, allez. 2. 2, voilà, Julie tranche 2. Et Artus, toi? 3 parce que allez, il a gagné 15 places quand même dans l'ensemble du week-end. Je viens de vérifier. Il gagne 15 places dans le week-end, c'est important à noter, même si c'est contre des voitures qui sont moins loin. Et Et en il y partant dernier à avait, chaque fois. en partant dernier à chaque fois.
et des voitures moins performantes face à des pilotes aussi disqualifiés ou DNF. Il gagne quand même quelques places, donc allez, 3. 3, très bien. Allez, notons maintenant la course. On l'a fait le week-end dernier. La moyenne, et je participe aussi, du coup, pour cette note, était de 7,66. Est-ce qu'elle sera plus haute ou pas pour le Grand Prix de Chine? On verra bien. Artus, on commence par toi, une note sur 10 pour la course. Pour la course, 5,5. Quelques rebondissements, quelques trucs, mais trop petits, trop faibles. La pole a gagné, c'est bien distancé. On n'a pas eu beaucoup de surprises. Donc 5,5. 5,5 pour toi. Julie? 6, parce que 6. voilà, c'était intéressant de voir quand même les différentes stratégies possibles et ce qu'ont fait les écuries, donc 6. Eh bien, moi, je vais mettre 5 sur cette course parce que je pense que euh, on a eu quand même ce qui me dérange, en fait, c'est l'écart entre les voitures. On n'a pas de réelle bataille, c'est-à-dire qu'on a une stratégie où on attend la dégradation des pneumatiques, les arrêts au stand, mais on n'a pas tellement de bataille pure entre les pilotes. Toujours cet écart de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes qui doit être conservé pour éviter un graining. On n'a pas un pilote qui va réussir à s'approcher d'un autre et qui va l'attaquer 3, 4 tours à coup de 2, 3, 4 dixièmes, entre guillemets, pour essayer de le dépasser. Et je trouve que ça manque en course. Donc, je ne mets la note que 5 pour au moins ce manque de spectacle. Ce qui nous donne donc une moyenne de 5,5. Voilà. 6 plus 5,5 plus 5. Ouais, Ça donne une moyenne de ça 5,5. s'équilibre. Ça s'équilibre et donc une moyenne plus basse que le Grand Prix de Chine. On notera tous les Grands Prix tout au long de la saison pour élire Allez, ouais, la plus belle course de l'année au mois de décembre, lorsque la saison sera terminée. Très bien. ce Eh sera bien écoutez, Monaco. je vous propose, ça sera Monaco. Ah, tout de suite il annonce, Artus, il annonce. Ah, Monaco avec double au pit stop moins 2 obligatoire. arrêts cette année. 2 Double, arrêts à double, Ça va Monaco. double tourner arrêt dans tous les obligatoire, je mois. pense que ce sera magnifique. Ce sera Ouais. magnifique. Le débat de cette émission, et on vous pose une question, Max Verstappen, un champion qui refuse la remise en question. Alors pourquoi on s'est dit qu'on allait faire ce débat? Eh bien, Max Verstappen, c'est un champion, on ne remet en aucun cas ses qualités de pilote qui lui sont indéniables. C'est peut-être le meilleur pilote du plateau, mais aujourd'hui, il n'a plus la meilleure voiture. Alors, à chaque fois qu'on l'entend, il nous dit, j'ai fait le maximum, je ne pouvais pas faire mieux. Et c'est toujours comme ça. Alors, sait-il se remettre en question ou sait-il reconnaître ses erreurs? C'était notamment la question s'était posée l'année dernière ou lors des précédentes saisons, lors de ses différents accrochages. Cette année, on trouve que selon lui, il fait le maximum qu'il ne peut pas faire mieux. Alors moi, on a décidé de poser la question à nos chroniqueurs et vous allez avoir 45 secondes pour débattre. Artus, est-ce que tu dis oui ou tu dis non? Juste ça. Simplement, est-ce qu'il ne sait pas Oui. il refuse de se Est-ce mettre en qu'il refuse question, de se remettre en question ou pas? malgré ce que je vais dire au débat? Oui Oui. ou non? Oui. Et Julie? Oui. Oui. On a donc deux personnes d'accord. Donc on va vous écouter du coup très rapidement. Artus, pourquoi? Alors, moi, je tiens quand même à préciser que j'y crois peut-être au fait qu'il fasse de son mieux tous les week-ends et on le voit avec les performances de son coéquipier, même si encore une fois on parle de ce deuxième, de ce deuxième fauteuil, de ce deuxième siège Red Bull qui est un peu maudit. Mais oui, il dit tout le temps qu'il fait de son mieux. Alors oui, son coéquipier n'est pas performant, mais est-ce que lui pourrait aussi à un moment avouer quand peut-être il n'a pas fait assez, quand peut-être il n'a pas vu quelque chose, même si au final on n'a pas grand-chose à lui reprocher sur ce qu'il fait depuis le début de saison, même sur la fin de la saison dernière. Je pense pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs, que ce soit en course ou en qualif, mais il faut quand même voir les points qui marchent pas quand tu as gagné 4 titres d'affilée et que ça marche moins bien cette année. C'est peut-être aussi, même en dehors de la voiture, il y a quelque chose qui va pas. 54 secondes, tu es dans les temps. Julie, à toi. Je suis plutôt d'accord, donc je vais peut-être être plus courte. Parce que j'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, il y a eu beaucoup de changements dans l'écurie. Oui, il fait sûrement son maximum, mais c'est quelque chose qu'on a vu depuis beaucoup d'années. Il s'est jamais vraiment remis en question, même quand c'était pas spécialement le meilleur.
c'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est la sienne. Qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais oui, je pense qu'il refuse la remise en question et il en est convaincu tout le temps. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai une question quand même à vous poser, donc qui peut être dans la continuité de ce débat. On sait que Max Verstappen, en quadruple champion du monde, n'est pas le plus motivé à courir en Formule 1. Il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il arrêterait plutôt assez jeune, en tout cas qu'il n'irait pas à l'âge de Max Verstappen, de Lewis Hamilton et encore moins de Fernando Alonso. Mais imaginons que l'année prochaine, la Red Bull ne soit pas au rendez-vous, en tout cas ne soit pas capable de se battre pour le titre ou que la Red Bull soit ratée. Pensez-vous que Max Verstappen puisse prendre sa retraite à l'aube 2027 ou 2028? Il faut savoir que son contrat, lui, dure jusqu'à fin 2028. Mais pensez-vous que Max Verstappen puisse changer d'écurie ou même prendre sa retraite, Julie? Oui, moi je le vois pas continuer. Dans S'il va jusqu'à 2028, je pense que ce sera déjà bien parce que je pense qu'on vit une de ses dernières années cette année et que qu'il gagne encore des titres ou non, ça va pas plus le motiver puisque voilà, comme tu as dit, il a déjà dit qu'il voulait arrêter jeune et qu'il voulait faire autre chose. Et je pense que si la Red Bull n'est pas au niveau, ne serait-ce que cette année, il est complètement capable de claquer la porte. Et en plus de ça, il a l'air extrêmement exaspéré par la FIA et tout ce qui se passe en dehors des pistes. Donc, moi, je ne le vois pas continuer après son contrat de 2028. Et s'il n'est pas parti avant, c'est déjà très bien. Et toi, Artus? Alors, moi, je suis quand même pas vraiment de cet avis. Ça reste un grand champion. Il n'a que 26 ans, 27 ans. 26, 28, je 27, crois, non? 27. Il va sur 28, il me semble. Il Ouais, va il sur a 28, mais 27 je ans, crois Max Ouais. qu'il a Verstappen. 27 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Il n'a que 27 ans. Bon, ça reste quand même relativement jeune pour un pilote de Formule 1. Aller jusqu'en 2028, oui. Après, continuer chez Red Bull après 2028, là, c'est une toute autre question. Je le vois effectivement bien changer de voiture si, si la Red Bull n'est pas performante après la nouvelle réglementation. En revanche, arrêter sa carrière, j'irai pas jusque-là, même si on sait que, oui, il avait toujours déclaré qu'il arrêterait jeune. Il avait toujours, et maintenant qu'il a que Kelly Piquet est enceinte, ça va aussi ajouter des choses. Il va devenir père, enfin, bon. Mais je le vois quand même continuer après 2028. Très bien. Donc, on pourrait repartir sur. Et alors, en changement d'écurie, est-ce que vous pensez que Max Verstappen pourrait éventuellement claquer la porte Red Bull et aller voir ailleurs? Ça a été hein, le débat l'année dernière, notamment chez Aston Martin. On sait qu'il y a des rumeurs d'ailleurs, comme Mm. quoi l'écurie anglaise aimerait attirer Aston Martin au sein de. Enfin, aimerait attirer Max Verstappen, pardon. Est-ce que vous pensez Max Verstappen capable de changer d'écurie? Complètement. Et Julie? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Donc, on resterait sur une aventure entre Max Verstappen et Red Bull, ou pourquoi pas une retraite. On verra bien dans les années à venir. En tout cas, cette année, la bataille s'annonce intense. Mm. On va passer aux petits points divers de nos différentes catégories, avec notamment, il y avait de la F1 Academy et de la WRC ce week-end au programme, la première manche de la saison de F1 Academy, avec Cocorico, la victoire de Dorian Pain qui s'est imposé lors de la longue course, hein, donc la course numéro 2, devant Maya Wog et Chloé Chambers. Une belle victoire pour Dorian Pain qui commence la saison comme elle avait commencé la saison dernière. C'est plutôt pas mal. On espère que cela va continuer pour la Française qui prend la tête du classement général après sa 4e place lors de la course numéro 1. Vous suivez un petit peu la F1 Academy ou pas? Oui. Oui. Et toi, Oui, non, Artus? je vais pas dire que je regarde tous les grands prix, mais je regarde au moins les résultats. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Dorian Pain, Julie, toi qui suit justement? Moi, je pense que Dorian, elle a un très bel avenir dans le sport mécanique. J'espère que ce sera en monoplace. Malgré tout, elle a de quoi se rabattre en endurance puisqu'elle a fait de très beaux résultats en endurance aussi avec Iron Dams. Ok. Et donc du coup, toi, Artus? Bah, moi, j'espère la voir évoluer, peut-être dans d'autres monoplaces, effectivement, comme Julie l'a dit. Ça fait toujours plaisir de toute façon de voir des Françaises au top. Donc, moi, je vais pour l'instant
profiter de ce qu'elle peut nous offrir en F1 Academy avant de me projeter sur la suite et ce qu'elle peut faire derrière. Ensuite, effectivement, si elle arrive dans des plus hautes divisions de monoplace, ça fait plaisir. Parfait. Et ensuite, on avait de la WRC. Alors, pas de petit design, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Troisième manche du championnat du monde des rallyes au Kenya, donc un rallye très atypique sur terre notamment, pas simple avec de très très gros écarts. Malheureusement pour Adrien Fourmeau, cela a été compliqué puisque lors de la première spéciale, le Français a subi un problème électrique et a tout de suite perdu beaucoup de temps, donc impossible de jouer la victoire finale. Un rallye remporté par Elfyn Evans, encore lui, Elfyn Evans qui compte désormais plus de 36 points d'avance sur Thierry Neuville au classement pilote. Tanak du coup et Neuville complètent le podium. Adrien Fourmeau lui termine 16e mais prend quand même 10 points après un excellent dimanche réalisé. En WRC, c'est simple, on a la dernière spéciale, celui qui termine premier de la dernière spéciale remporte 5 points, et celui qui termine premier de toutes les spéciales du dimanche remporte aussi 5 points, chose faite par Adrien Fourmeau, qui a donc empoché 10 points. Ott Tanak est troisième au classement général, du coup 49 points, Neuville 52 est juste devant lui, et derrière on retrouve Sébastien Ogier, qui n'a fait qu'un rallye cette année et qui l'a gagné encore avec 33 points. On retrouvera du coup Sébastien Ogier, qui ne fait qu'une mi-saison avec Toyota, on le retrouvera sur le prochain rallye aux Canaries du 24 au 27 avril, et Adrien Fourmeau se classe cinquième du classement général avec 31 points. Elfyn Evans, on l'a dit, 36 points d'avance, a déjà plus d'un rallye d'avance sur Thierry Neuville et grand favori pour remporter son premier titre mondial. Vous suivez un petit peu le WRC sur les antennes de Canal+? Vas-y, Artus? ok, bon. Alors j'aime beaucoup regarder. Malheureusement, je ne suis pas vraiment l'actualité WRC. Ok. J'adore regarder quand je tombe dessus, mais c'est tout. Et Julie? Je regarde les résultats. D'accord, très bien. Donc, ce que je viens de citer du coup. Ouais. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission et qu'on parle et qu'on joue plutôt. On va jouer. La semaine dernière, j'avais proposé à nos petits consultants de me citer les 15 derniers vainqueurs du premier Grand Prix de la saison. Et donc, cette fois-ci, on va partir sur un top 15 aussi, mais un top 15 des pays les plus visités en Formule 1. Alors attention, quand je parle de plus visités, prenons un exemple pour les États-Unis. Mm. L'année dernière, 3 courses aux États-Unis. Ça ne va pas compter comme 3 participations dans mon classement. C'est au moins une visite dans un pays sur une saison. Donc, il y a un top 15 et l'objectif, c'est que vous me trouviez un par un le plus de pays. Celui qui fait une faute n'est pas éliminé, mais par contre, donne l'opportunité à l'autre de marquer un point. On part sur 2 minutes 30 et on rajoutera 30 secondes si vous êtes à égalité. Et on commence, honneur aux femmes, Artus, on commence Bien entendu. avec Julie. Quels sont les 15 pays les plus visités en Formule 1 par saison depuis 75 ans? Julie, c'est parti. L'Italie, L'Italie, deuxième, à égalité avec 75 saisons. Ok. Premier, je vais quand même partir sur Allemagne, je pense. Non. Ils On ont- n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Oui, bien sûr, non, bien sûr. Mais Mais non. enfin, le premier Mais que j'ai l'Allemagne n'est pas cité premier, mais l'Allemagne est dans le classement. est dans le top 15. Ok, oui, bien sûr. L'Allemagne est cinquième avec 64 Tu saisons. m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Julie. premier ex aequo, ça doit être l'Angleterre avec Eh Silverstone. oui, la Grande-Bretagne, Silverstone, 75 aussi comme l'Italie. France. La France, sixième position, 62 années, 62 saisons où on est venu en France. Malheureusement, plus au programme. Julie, à toi. L'Espagne, L'Espagne, septième, juste derrière la France avec 54 Grands Prix, pardon. Mm. Artus? Monaco. Monaco. Monaco, bien sûr. 70 saisons que la F1 se rend à Monaco. Mm. je vais Julie? tenter le Japon. Le Japon, oui, 12e, avec 38 saisons au calendrier de la Formule 1. 4-3 pour Julie. À toi, Artus. Belgique. Belgique, bien sûr, la Belgique. Quatrième du classement avec 69 éditions. Il en reste 7. Julie, à toi. Euh, Et là, on rentre un petit peu dans le plus compliqué. ouais, c'est plus compliqué. L'Australie, L'Australie, oui, bonne réponse. 13e, l'Australie avec 38 éditions, exactement comme le Japon. Mm. Artus, il en reste 6. 6, c'est les combienièmes juste au classement?
8e, 9e, 10e, 11e, 14e, 15e. Ok. Bah, je vais quand même la tenter. Tu l'as cité avant, États-Unis. C'est-à-dire? États-Unis dans le top 15. États-Unis, oui, bonne réponse pour les États-Unis. Avec 45 saisons au classement. Ensuite, Julie. Le Brésil? Le Brésil, bonne réponse. Et oui, le Brésil. 9e avec 51 éditions. 5-4 pour Julie et il reste 15 secondes. Merde, rapide, rapide, rapide. Donc 10 secondes pour toi, Artus. Pays-Bas. Bonne réponse de Artus avec le Pays-Bas est 15e avec 34 éditions. Nous sommes donc à égalité. Je rajoute 1 minute. Julie, c'est parti. Et Julie, tu as 20 Euh, secondes, bien sûr. Sinon, tu attends 1 minute et oui, bah oui, il en c'est ça, reste ouais. 3. On a fait il y a pas beaucoup de pays en Asie, il y a eu l'Inde? Non. Non, 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 pas l'Inde. Artus, à toi. Oh, Autriche. Autriche. Bonne réponse. Bonne réponse. Et donc, victoire finale de Yes. Artus. Bravo, 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 parce que là, on est forcément en mort subite. Bien sûr. Victoire d'Artus. On avait aussi le Canada. Oui. Canada qui était 8e avec Ouais. 53 éditions. Et enfin, la Hongrie qui se classe 11e avec 39 saisons organisées. C'est à la fin. En Voilà. fait, quand j'ai dit Pays-Bas, ça m'a fait penser. Je me suis dit, mais Autriche, c'est sûr, ils sont là. Et j'aurais sûrement dit Hongrie après. Moi, j'aurais pensé au Canada, Roland Garros. mais j'avais pas pensé à la Hongrie parce que pour moi, c'était plus récent que ça. Et oui, non, mais non, la Hongrie devient un circuit mythique de la Formule 1. C'est ça. C'est À la fin du Longaroring. coup eh oui, les Hungaroring, exactement. Ouais. Ça fait plus d'1 heure. C'est la fin de cette émission. L'After F1 épisode 2, c'est terminé. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Vous le voyez juste à droite, avec le prochain Grand Prix, celui du Japon, du 4 au 6 avril. Alors, faudra se lever encore tôt. Course à 7 heures, qualif à 8 heures. On repart sur un week-end normal avec 3 séances d'essai libre. Rendez-vous le 4 au 6 avril pour enchaîner, du coup, comme on le disait tout à l'heure, un triple header. Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite. 3 Grands Prix en 3 semaines. Petite pause pour souffler. Il y a de la MotoGP pour ceux qui ont peur de s'ennuyer. Et derrière, on se retrouve pour 3 week-ends de Formule 1. Merci Julie. Merci Artus pour votre première. C'était cool. Merci à toi. Ça fait Et plaisir. puis en espérant se retrouver sur les prochains week-ends pour débriefer de cette belle saison de Formule 1. Belle semaine à toutes et à tous et surtout restez connectés sur l'After F1. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Allez, à plus tard.